JP, ce matin, tu m'as vu m'étirer pendant 8 minutes parce que je veux avoir mon grand écart. On peut le dire très clairement aujourd'hui, les étirements permettent de gagner en souplesse. L'étirement, c'est un type d'excentrique. Et l'excentrique est un type d'étirement. Et l'excentrique est un type d'étirement. Si ton sport, c'est faire du footing à 6 minutes au kilo, t'as pas besoin d'amplitude de mouvement. Et j'ai même allé plus loin, des fois la raideur, elle est positive. Évidemment. Après, tu peux avoir une raideur tendineuse et être souple. Exactement. Parce qu'on s'est rendu compte, là, il y a pas mal de papiers dessus, que l'isométrie, c'était le mode de contraction qui informait le plus le cerveau sur le positionnement articulaire. Parce qu'en réalité, tu vois, si tu regardes un petit peu la courbe de déformation des tissus, on a une zone élastique et après une zone plastique. Et en fait, tant que t'es pas dans la zone plastique, tu déformes pas le tissu. Du coup, il n'y a pas d'adaptation du tissu. C'est surtout le système nerveux central qui se relâche et qui te permet d'aller plus loin. Tu vois, quelqu'un qui est hyper laxe, c'est constitutionnel. La personne, elle est née comme ça. Ce genre de personnes, elles sont sujettes à luxation, par exemple, d'épaule. C'est un facteur de risque de Parce blessure. qu'en réalité, le delta, il est beaucoup trop important entre Exactement. leur amplitude active et leur amplitude passive. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Simon à ma droite. Monsieur Simon. Monsieur Simon. Et les patients, ils t'appellent comme ça des fois. C'est Simon. rare. Ça arrive. Non, ça arrive à une ou deux Et fois. Monsieur Jean-Philippe à ma gauche. Ouais, moi c'est docteur. Très bien. Docteur en physiothérapie, c'est ça? Non. Pas du tout. Kinésithérapeute, quoi. Oui, c'est Classique. JP, ce matin, tu m'as vu m'étirer pendant 8 minutes parce que je veux avoir mon grand écart. T'es pas loin d'ailleurs. Ouais, pas loin, vite fait quand même. Mais voilà, ça bosse. Je m'étire en ce moment beaucoup. Je fais beaucoup de postures prolongées et ça me permet de gagner en amplitude passive. Et tu m'as dit que tu avais vu des nouveaux papiers là, sur la mobilité et que j'allais être surpris. Ouais, parce qu'en fait, alors déjà bravo à toi, c'est une preuve de belle... Merci. Non, vraiment, c'est quand on a un objectif et qu'on met en place ce qu'il faut pour l'atteindre, bravo. Après, en te voyant faire, je me suis dit, peut-être qu'il y aurait des choses plus efficaces. Ou pas, hein, j'en sais rien. En tout cas, c'est à discuter. Dans la tête des gens, pour gagner en souplesse, il faut s'étirer. Et d'après vous, c'est efficace ou pas? Les étirements améliorent la souplesse. Clairement, on peut le dire très clairement aujourd'hui, les étirements permettent de gagner en souplesse. Et si on pouvait définir la souplesse pour quelqu'un qui a du mal avec ces termes? La souplesse, c'est gagner en amplitude articulaire. Passivement. Yes. Donc, à partir du moment où on veut gagner passivement les degrés qu'on n'a pas encore, en effet, s'étirer, c'est une bonne stratégie. Maintenant, il y a des papiers qui sont sortis. Alors là, j'en ai un sous les yeux. C'était une revue systématique en 2022 qui parle de l'excentrique pour gagner en souplesse. Et ça, je pense que c'est assez novateur et en tout cas, c'est pas du tout une idée qui est répandue dans la population générale. Mais oui, on peut gagner en souplesse juste avec de l'excentrique. Je parle pas du grand écart là, mais mettons un squat. Quelqu'un qui demi-squat depuis tout le temps. Pourquoi tu regardes Simon comme ça? Non, Je vois de quoi tu parles, mais... lui fait les quarts de squat. je vois pas de quoi tu parles non plus. En tout cas, voilà, quand on fait du squat, s'il est bien effectué, on va avoir un étirement des ischio-jambiers, par exemple. Si on fait toute sa vie que des quarts de squat ou des demi-squats, en fait, nos ischios, ils vont jamais être étirés. Si on fait un squat profond, on va vite sentir qu'on a un étirement. Et donc, du coup, on peut gagner en souplesse par ce biais-là. Je reprends l'idée du squat. Si on est en squat profond et qu'on est allé activement en squat profond, là, non seulement on a de la souplesse parce qu'on peut y aller passivement, mais on peut y aller activement. Et c'est là où l'excentrique va être hyper intéressant, c'est qu'on va gagner en amplitude active en même temps que l'amplitude passive. Et c'est pour ça que, à mon sens, l'excentrique aujourd'hui vraiment doit avoir une place de choix dans le gain d'amplitude. C'est parce que oui, les étirements permettent d'aller en amplitude passive, de gagner en amplitude passive, mais l'excentrique permet ça aussi, mais permet aussi d'autres choses. Et ça, je trouve ça hyper pertinent. On est efficient. Ça, Exactement. Déjà, on va gagner en efficience. Ça va être plus rapide que les étirements. On va gagner plus facilement et plus rapidement en amplitude articulaire si on passe par l'excentrique et pas par les étirements. Il y a des études qui ont comparé les deux. L'excentrique est plus efficace plus rapidement. Les étirements sont efficaces, mais c'est pas la stratégie de choix. Alors, on va mettre une petite nuance à ce qu'on dit. C'est que là, par exemple, si tu veux faire ton grand écart,
Après, je peux pas me relever, quoi, si je fais de l'excentrique avec une charge. Ça va être compliqué. Voilà. Ça va être compliqué pour toi. Et il va falloir gérer aussi ton amplitude. Faut que j'appelle 2 amis qui m'enlèvent le poids, quoi. Ouais, d'une part. Et puis, Ça peut être un risque aussi. J'ai voilà. vraiment envie Tu risques de laisser tes adducteurs, Tes couilles. en tout cas, ça peut être compliqué pour toi. Ouais. Mais si on réfléchit un petit peu, en fait, l'excentrique, l'étirement, c'est un type d'excentrique, quelque part. Et l'excentrique est un type d'étirement. Et l'excentrique est un type d'étirement. C'est-à-dire que quand tu vas faire ton grand écart, en fait, pour y aller, tu vas forcément être en excentrique. Exactement. En fait, là, on prend un exemple qui est vraiment extrême parce que c'est multipolyarticulaire, le grand écart. Vraiment, il y a plein d'articulations qui sont mises en jeu. Du coup, il y a des tensions qui sont un petit peu partout. Si tu fais de l'analytique, on comprend beaucoup plus facilement la facilité et l'intérêt potentiel de l'excentrique. On va pas se mentir, tu vois, si tu fais sur, je sais pas, sur les ischios, mais sur leurs composantes des tirs en extension de genou. Donc, tu te mets à 90 degrés de flexion de hanche et tu viens essayer de tendre ton genou complètement. Là, ça va être beaucoup plus simple de faire de l'excentrique là-dessus, plutôt que sur un mouvement polyarticulaire comme du squat. C'était un bon exemple aussi. Comment tu fais quand t'es en bas et que tu peux pas remonter, tu vois? Bah ouais, clairement, il faut, ça demande une organisation, une logistique un petit peu différente, ouais. Pour moi, en fait, c'est très intéressant ce papier. Et en réalité, je vais pas te mentir, dans le cours qu'on donne sur la mobilité, on avait des références de 2015 déjà qui montraient que l'excentrique. Et en réalité, c'est même pas que l'excentrique, c'est le renforcement en amplitude complète est tout aussi efficace que les étirements pour gagner en souplesse, avec en plus le gain de force qui est associé. C'est ça. Et qui, du coup, est quand même ultra intéressant d'un point de vue efficience. Parce que si tu veux gagner les deux en même temps, c'est mieux que de gagner qu'une seule des qualités physiques. Mais si on dézoome un petit peu ça, la mobilité, c'est un petit peu plus complexe en réalité. Parce que être souple, c'est bien. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu en fais? Ça te sert à quoi d'avoir une grande amplitude de mouvement passive? Il faut réfléchir comme tout, c'est une qualité physique. La force, à quoi ça te sert d'être fort? À quoi ça te sert d'être puissant? À quoi ça te sert d'avoir de la vitesse? Ça va dépendre de ton objectif. Si tu fais un sport qui est à haute amplitude, par exemple, comme le gars a pris en exemple la dernière fois quand tu as donné le cours, je vais te mettre un coup de pied dans la tête. Il te l'a répété plusieurs fois, il me semble. J'ai besoin de lever ma jambe très haut. Du coup, je vais avoir besoin d'une grande amplitude de mouvement. Si ton sport, c'est faire du footing à 6 minutes au kilo, t'as pas besoin d'amplitude de mouvement. Enfin, c'est minime. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une amplitude de mouvement très élevée, donc t'as pas forcément besoin d'avoir une souplesse très importante. Et je vais même aller plus loin. Des fois, la raideur, elle est positive. Évidemment. Après, tu peux avoir une raideur tendineuse et être souple. Exactement. Parce que c'est pas la même chose. C'est là où il faut faire la différence et il faut savoir de quoi on parle quand on parle de raideur et quand on parle de souplesse ou de mobilité. Toutes ces choses-là, elles sont différentes et c'est pas quand on dit ouais, je suis raide. Attends, mais ça veut dire quoi, je suis Il y a raide? beaucoup d'abus de langage par C'est rapport ça, à le ça, problème, entre en fait. souplesse, mobilité, raideur, étirement et tout. En fait, c'est juste des mots qu'on va utiliser tous un peu comme ça au hasard entre guillemets. Enfin, du moins la population générale va l'utiliser au hasard. Et du coup, Même nous, les kinés. Hein. Oui, nous aussi. On va Parce qu'en parler fait, vite, quoi. On Il va confondre. y a plusieurs termes qui veulent dire des choses différentes. Enfin, tu vois, raideur, tu peux l'utiliser pour le tendon, ça veut dire quelque chose de vraiment spécifique. Tu peux l'utiliser pour l'articulation. Ça veut tout et rien dire en fait. C'est un petit peu ça. Décrire une personne qui est raide. Oui. Enfin, genre moi. Toi, t'as peu d'amplitude de mouvement passif sur pas mal d'articulations. C'est comme ça. Est-ce que t'as une grosse raideur tendineuse? Potentiellement, mais c'est pas non plus sûr. Il n'y a pas forcément de corrélation directe. Donc en réalité, la mobilité, si tu vois le spectre un petit peu plus large, il faut se poser la question de pourquoi je vais travailler ce gain d'amplitude, passif ou actif, à quoi il va me servir? Est-ce que j'en ai besoin? Si tu en as besoin dans ta pratique sportive, il va falloir passer du temps à essayer de gagner en amplitude. Et là, tu vas avoir plusieurs stratégies qui sont importantes à maîtriser pour moi, pour un kiné actuellement. En fait, il faut comprendre qu'il y a une différence entre mobilité et souplesse. On a dit souplesse, capacité passive de l'articulation à s'étirer, enfin à se mobiliser dans une amplitude la plus grande possible avec une contrainte externe. Donc soit une charge, soit quelqu'un qui tire sur l'articulation ou autre. La mobilité, c'est la capacité à réaliser un mouvement actif dans la plus grande amplitude possible. Qui dit actif dit production de force et stabilité. Sinon, tu peux pas bouger, c'est pas possible. Et ces deux composantes, elles sont quand même
extrêmement intéressante. Parce qu'il faut être stable et être capable de produire de la force. Bon, en réalité, quand tu produis de la force, ça te stabilise de toute façon. Et là, on a un petit problème qui va se poser, c'est mais comment je fais quand j'ai une amplitude passive plus importante que mon amplitude active? Parce que la plupart du temps, on a un petit peu plus de passif que d'actif. Ce qui se passe, c'est que si ton passif il est là et que ton actif il est ici, tu as un delta entre les deux qui est vide au niveau de ton contrôle moteur. Une sorte d'angle mort, quoi. Ouais, c'est une zone où tu es dans le flou. Tu peux y aller, mais t'es pas capable de savoir si t'y es, et surtout t'es pas capable d'être stable et fort dedans. Donc ça va être une zone où t'as perdu le contrôle, mais c'est normal, hein, la plupart du temps c'est normal. Et si on veut aller du côté performance et gagner en amplitude active, et ben en fait il va falloir qu'on gagne notre amplitude active pour réduire ce delta, et après qu'on décale passif, tac, 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 pour aller de plus en plus loin. Et c'est ça le problème. En fait, si tu ne fais que accroître ce delta, en fait, on peut se poser la question. Je pense pas qu'il y ait d'études qui aient montré ça, mais on peut se poser la question. Est-ce que ce delta-là, je suis pas à risque, en fait, dans ma pratique sportive? Alors, les études, elles sont pas ouf d'un point de vue qualité de conception de l'étude, mais pour moi déjà d'un point de vue, c'est mon avis d'expert, et il y a plein d'autres avis d'experts à ce sujet qui vont quand même tous dans le même sens. Tu vois, des gens qui travaillent beaucoup sur la mobilité. C'est quand même une zone où justement tu es à risque, parce que si on t'y amène, tu n'es pas capable de la gérer, de produire de force, donc de résister aux contraintes. Exemple, tu fais un sport de combat, on te fait une clé, peu importe, et on va très très loin sur ton amplitude passive. Si t'es pas capable de produire de force et de contrôler, bah tu vas te laisser faire, le mec il va juste t'arracher le bras. Si t'es capable de résister, tu vas pas forcément résister à la force que produit ton adversaire, mais au moins tu vas être dans une zone où tu vas sentir ce qui se passe. Déjà tu auras une bonne proprioception, du coup tu tapes, et du coup tu vas taper. Mais c'est important, en réalité, c'est important. Bah bien sûr. Et je pourrais prendre l'exemple du squat de tout à l'heure. Si tu mets très très lourd sur quelqu'un, moi tu mets 250 kilos sur le dos, t'inquiète pas que je vais être cul au sol sur mon squat, mais je vais m'atomiser en fait. Mes tissus ils vont vraiment pas le supporter, parce que la charge va me contraindre à y aller. Donc j'aurai une bonne souplesse, j'aurai un beau cul au sol, un dos bien rond, je serai bien tassé, mais mes tissus ils vont absolument pas être capables de gérer cette contrainte, et du coup je vais forcément me faire mal. Tu vois, l'effet montre que je vais me faire mal, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, l'idée c'est de réduire ce delta-là pour être capable d'être fort et d'être stable. Et en réalité, on s'est rendu compte, là il y a pas mal de papiers dessus, que l'isométrie, c'était le mode de contraction entre le concentrique, l'excentrique et l'iso qui informait le plus le cerveau sur le positionnement articulaire. En fin d'amplitude, du coup, c'est ultra pertinent. Voilà. Du coup, pour réduire ce delta, en fait, il faut faire du concentrique quasi isométrique en fin d'amplitude. Et en fait, ton cerveau, il va dire, OK, je comprends la position. OK, je comprends. Je la connais et je la maîtrise. Et après, une fois que tu l'as validée, elle est acquise si tu t'entraînes dessus. Parce que si tu vas plus la chercher, comme tout, tu la perds. Ça, c'est la loi de l'hormèse dans le corps. Tout ce qu'on n'entraîne pas, on le perd. C'est la réalité, c'est comme ça. Si tu restes toute la journée assis, bah, dès que tu vas aller en extension de hanche, ça va te tirer. Parce que ton système nerveux s'est dit, OK, bah, moi je suis peinard là, en flexion de hanche, je vais rester comme ça, c'est mon homéostat, et je ne t'autorise pas à aller plus loin. Du moins, je vais te stimuler dès que tu vas plus loin pour te dire, attention, tu me sors de la norme, ça ne me va pas. Et bah là, c'est exactement la même chose. Du coup, apprendre à contracter en fin d'amplitude, ça va te permettre de réduire ce gap entre passif et actif. Et après, à partir de ce moment-là, oui, tu vas pouvoir aller faire de l'excentrique pour développer ta force sur ces niveaux-là, et après aller chercher encore plus de passif et redévelopper ta force, etc. Et en fait, c'est un continuum qui est quasi infini. En vrai, la mobilité, tu peux potentiellement ne jamais t'arrêter. Il va y avoir une certaine limite articulaire en fonction des gens, mais tu peux toujours progresser un petit peu plus. Et c'est sûr que juste des étirements, bah, ça va pas te permettre de progresser et de créer de la force sur le très long terme. Par contre, si on reprend l'exemple du grand écart, bah, tu te doutes bien que c'est une phase qui est quand même très importante avant d'aller surcharger, parce que c'est juste pas possible d'un point de vue logique et d'un point de vue risque. Donc en réalité, on va avoir plutôt une pyramide avec souplesse en bas, ensuite contrôle moteur, donc l'idée de réduire le delta entre passif et actif, et ensuite renfort. Et après, le renfort, ça va être la progression logique, tu vois, isométrie si c'est vraiment très dur, concentrique, excentrique si c'est OK, et après excentrique supramaximal en fin si tu veux, avec de la vitesse même, il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment voir cette pyramide dans ce sens-là. Et pour moi, ce genre d'études, c'est ultra intéressant pour les patients. Vraiment, c'est ultra intéressant sur de l'analytique. Mais si tu le généralises à tout, bah, c'est là où en fait, on n'est plus dans le BP et on perd ce côté pratique, où en fait, en pratique, des fois, c'est juste pas réalisable et ce serait contre-productif. Exactement. En fait, ce papier, il est
ultra intéressant parce qu'on peut le mettre en place très facilement, qu'on soit patient, qu'on soit sportif du dimanche, qu'on soit footeux, qu'on soit peu importe en fait, on peut mettre ça en place et ça peut changer notre pratique. Maintenant, c'est pas un truc à prendre au pied de la lettre. Exactement. Et de dire ok, maintenant c'est terminé, je m'étire plus du tout, je fais que de l'excentrique fin de course. Ah oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que l'excentrique ça va gagner en souplesse, tu vas gagner en souplesse si tu fais l'excentrique en fin de course, hein, on est bien d'accord, hein, voilà. Il y a d'autres intérêts, mais pas sur la souplesse. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc ça c'est hyper intéressant, mais dans le même temps, en effet, il faut mettre toutes ces nuances-là. Tout dépend de l'objectif, tout dépend de du temps que tu as et des modalités que tu peux mettre en place très concrètement, quoi. Clairement. C'était excentrique supramaximal. Non, Là, non. Pas forcément. Non, en fait, là, cette étude, elle était hyper intéressante parce que déjà, c'est une revue systématique avec méta-analyse très récente. Il y avait quand même 32 ECR dans ce papier. Solide. 1122 participants. Et en fait, ils ont comparé l'excentrique versus rien ou toutes les autres méthodes. Donc on avait un placebo où tu faisais rien, et on avait aussi toutes les autres méthodes, les étirements, etc., le rouleau de massage et j'en passe. Ce qui était calculé, ce qui était mesuré, c'était l'amplitude max. Ils ont fait une mesure d'amplitude juste avec goniomètre, quoi. Et ils ont fait aussi des échographies. Okay. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que avec des étirements, de l'excentrique bien mené, on avait aussi une longueur des fascicules qui était augmentée. Et ça, on sait que c'est un des facteurs de risque important de blessure. Ce que j'aimerais bien voir, tu vois, là-dessus, c'est s'ils ont le temps d'étirement. Ouais. Alors en fait, il y avait tellement de CR que j'ai pas pu mettre le nez. Bien sûr, c'est très compliqué. Mais je pense qu'il y avait des étirements qui étaient vraiment bien menés. Hein. Ok. Parce qu'en réalité, tu vois, si tu regardes un petit peu la courbe de déformation des tissus, oui. On a une zone élastique et après une zone plastique. Mm-hmm. Et en fait, tant que t'es pas dans la zone plastique, tu déformes pas le tissu. Du coup, il n'y a pas d'adaptation du tissu. C'est surtout le système nerveux central qui se relâche et qui te permet d'aller plus loin dans ton amplitude. Mais si tu fais des postures comme j'ai fait ce matin, et je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, genre je suis pas en train de vous dire étirez-vous, j'en ai rien à foutre en vrai. Franchement, ça, non, mais bien sûr. J'ai vraiment pas d'intérêt là-dessus. Si tu vas dans la zone plastique, tu commences à déformer le tissu. Et là, du coup, tu auras des adaptations tissulaires réelles. Mais pour aller dans la zone plastique, pour la plupart des gens, il va falloir vraiment forcer, entre guillemets. Et en fait, c'est de l'excentrique. Exactement. Mini-excentrique, tu vois. Mais en fait, quand tu fais de l'excentrique bien mené en fin d'amplitude, bah, tu vas finir par un étirement. Ouais. Et quand tu fais un étirement bien mené, long en fin d'amplitude, bah, en fait, tu fais de l'excentrique. C'est ça. Mais avec un tempo extrêmement C'est de lent. l'excentrique quasi isométrique. Voilà. C'est ça. Et là, tu déformes vraiment le tissu. Et du coup, potentiellement, il y a de l'adaptation dessus. Par contre, le fait que ça améliore la force, c'est sûr qu'il n'y a aucune logique. Ça peut pas améliorer la force, le fait de juste travailler sa souplesse. Ouais. Ça n'aurait pas de sens. C'est ça. Donc en fait, si on veut, si vous voulez être efficient dans votre prise en charge à vous-même, par exemple, voilà, je fais un sport co, on m'a dit toute ma vie de m'étirer pour gagner en amplitude et pour gagner pour réduire mon risque de blessure. Bon, déjà, on sait que ça ne réduit pas le risque de blessure de s'étirer. Ça... Un truc très simple que j'aime, qui s'imagine bien, c'est la rotation interne d'épaule. Très simple. Effectivement, faire de l'excentrique sur les rotateurs externes, donc pour freiner le mouvement de rotation interne, ça va être beaucoup plus efficient que de venir t'étirer en slipper stretch ici. Alors que les deux marchent. Alors que les deux marchent, mais le fait de renforcer en excentrique aussi tes rotateurs externes, bah là c'est quand même beaucoup plus pertinent. On le sent direct. Et sur l'analytique comme ça me va, il y a aucun problème, tu vois, parce que là il y a peu de risques, tu peux lâcher la charge, il y a pas de problème avec ça. Quand tu prends encore une fois sur du polyarticulaire, ça devient c'est plus compliqué. Ouais. Mais si tu fais par exemple moi aussi, je vais faire un peu l'avocat du diable. Voilà. Le diablo. Si tu prends les ischio-jambiers, qui sont polyarticulaires, ben là, pour le coup, franchement, ça vaut le coup de faire de l'excentrique fin d'amplitude. Oui, mais sur quoi comme mouvement? Juste en flexion de hanche, ouais. Tu vois, en gardant la lordose lombaire. Deadlift. Ouais, pareil. Tu peux lâcher la charge. Ouais, exactement. Mais tu peux même faire le truc pas en supramax. Oui. Tu vois, tu peux juste si en fait t'as envie de gagner en amplitude des ischios parce que on sait que le football par exemple est un sport en raidissant. Si tu veux gagner en excentrique, en souplesse pardon, eh bien si tu fais de l'excentrique léger fin d'amplitude à la fin de ta séance, bah tu vas gagner en souplesse, tu vas gagner en longueur des faisceaux musculaires. Tu vas gagner en gain d'amplitude active, tu vas gagner en force max.
Donc en fait, t'as rempli ta mission. Alors tu peux t'étirer aussi, mais ça n'aura pas toutes ces composantes-là. Par rapport justement à ce fait que le fait de gagner en souplesse ne prévient pas des blessures, j'ai une petite interrogation quand même, ça dépend des sports. Il y a un J'ai pas dit contexte. ça, J'ai dit les étirements sont inefficaces pour réduire le risque de blessure. Pour moi, ça dépend du J'ai contexte. pas dit le gain de souplesse. Non, mais ok, les étirements sont inefficaces pour réduire le gain de blessure. Si on est sur un sport, le risque, pardon. Si on est sur un sport qui demande beaucoup d'amplitude de mouvement, bah, si tu t'étires pas et que tu vois, les étirements de par le gain d'amplitude passive et après active vont permettre. Si tu gagnes peut-être pas de- ton amplitude, si t'améliores pas ta souplesse, c'est différent que les étirements. Bah, mais sauf que les étirements, si tu gagnes en souplesse, ils vont te permettre Mais chercher une nouvelle on amplitude. parle encore de ce delta Je pense que c'est. où en fait, si tu vas loin dans un mouvement et que t'es pas capable de le gérer, en fait, ça va pas réduire ton risque de blessure. C'est là où tu vois, il y a. De toute façon, En fait, moi, tu vois, le problème de ces conclusions pour moi, c'est que les gens, ils vont conclure, bah, ça sert à rien. c'est pas ce Non. qu'on a dit. Ouais, c'est pas ce qu'on a C'est dit. pas du tout ce qu'on a dit. Faut bien faire attention. c'est Non, ce que je dis. on dit les étirements sont efficaces pour gagner en souplesse. Au même titre que l'excentrique, mais l'excentrique permet autre chose que le gain de souplesse. Donc si vous voulez être efficient, si vous avez pas le temps, si vous voulez aller droit au but, mieux vaut un excentrique bien mené en fin d'amplitude. Je suis sceptique. Pour moi, pour les sports à haute amplitude, de toute façon, la moi, c'est un pratique prérequis. sportive fait que tu vas développer ta mobilité. Oui. Mais pour moi, ça va être un prérequis. C'est un prérequis, mais Non, évidemment. Bah, sinon, tu peux ultra pas. intéressant. Par exemple, ton coup de pied, tu peux pas le mettre, tu vois. T'es pas capable. Donc, tu Mais- n'es pas apte à la pratique sportive. En fait, c'est pas direct pour moi. Je suis d'accord, c'est pas. il y a C'est pas de lien sûr que direct. c'est pas direct. Mais Indirectement, je tendance quand même à dire que c'est bénéfique. pour moi, en fait, pour faire simple, Indirectement. la mobilité, c'est D'accord. une qualité physique à prendre en compte, qu'on oublie, tu vois. Bien sûr. Tout autant que la force, etc. Et la souplesse fait partie intégrante de la mobilité, par définition. Parce que c'est la mobilité, enfin, c'est l'amplitude passive, donc forcément, ça en fait partie. Du coup, c'est quelque chose qui est important, mais il faut voir à quel niveau se situe la personne. Est-ce qu'elle manque de contrôle moteur, donc de capacité en fin d'amplitude? Est-ce qu'elle manque vraiment de souplesse? Ou est-ce qu'elle manque de force? Ou est-ce que c'est tout? Mais ça dépend. Tu vois, quelqu'un qui est hyper laxe, Ouais. de manière... c'est constitutionnel, la personne, elle est née comme ça. Elles, ce genre de personnes, elles sont sujettes à luxation, par exemple, d'épaule. C'est un facteur de risque de Parce blessure. qu'en réalité, le delta, il est beaucoup trop important entre Exactement. leur amplitude active et leur amplitude passive. Donc, eux, les étirer, ça n'aurait aucun intérêt, ce serait complètement con, parce qu'on augmenterait encore plus ça. Il faudrait évidemment améliorer le contrôle moteur et la force sur sur ce delta-là, qui est problématique. Donc, en vrai, c'est contexte dépendant, comme d'habitude. Bien Mais sûr. ce que tu as dit en termes d'efficience pour la plupart des kinés, la plupart des patients, faut pas oublier qu'on a une demi-heure de séance. Voilà. Ça montre quand même que le renfort brasse énormément de bénéfices qui sont très larges. Ok, on peut rajouter la diminution de la douleur. On peut rajouter l'amélioration de la force, comme tu l'as dit, l'amélioration de la fonction, etc., etc. Donc en vrai, il y a beaucoup de billes quand même à mettre de ce côté-là parce que c'est plus efficient. Donc vraiment en termes d'efficience, ça reste quand même le gold standard pour moi. Ouais, complètement. Ouais, s'il y a un truc qu'on peut retirer de cet épisode, c'est exactement ça. C'est cette notion d'efficience et pas d'efficacité. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'étirer si on en a potentiellement le besoin et que le contexte fait en sorte que les étirements sont pertinents. Exactement, comme toutes les études, c'est contexte dépendant. Les études, c'est pas la vraie vie. Après, il faut voir comment mettre ça en place, dans quel objectif, avec quels moyens. Donc tout ça, c'est à juger au cas par cas. Comme toujours. Je pense qu'il y a une vraie problématique aussi de santé publique, tu vois. Enfin, parce que tout à l'heure, on prenait l'exemple du gars qui court à 6 au kilomètre, à 6 au kilo, et on se dit bah ok, bah lui il a pas besoin de faire d'amplitude. En vrai, il a besoin de quoi? D'être assis, d'avoir son amplitude de course. Mais si on réfléchit comme ça, il faut pas non plus tomber. Faut pas niveler vers le bas. Bien sûr. Dans l'inverse, à Bien se dire ok, bah un humain aujourd'hui, ça a pas besoin d'être accroupi. Ça a juste besoin d'être assis, on s'en fout royal, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt à aller chercher peut-être des mouvements fonctionnels primaires, tu vois, comme être capable de tenir accroupi. Et ce qui est aujourd'hui pas facile en vrai, tu vois, pour des humains Du lambda. 21e siècle. Plus personne n'est capable enfin plus personne. J'exagère bien sûr, mais peu de gens sont capables de se maintenir en position Ouais. accroupie, tu vois. C'est
pour moi, c'est un problème. Ça montre une défaillance du corps humain, tu vois, vraiment. Mais en tout cas, une adaptation à notre milieu qui nous entraîne pas du tout vers le haut parce qu'on est trop sédentaire aujourd'hui. Et moi le premier, tu vois, enfin parce que là on dirait que je suis hyper mobile, mais un grand écart. Il y a quelques années, tu vois, on avait pour objectif d'être capable de tenir 1 minute en squat profond et c'était l'enfer, tu vois, c'était horrible. Au début c'était 20 secondes, c'est catastrophique en vrai pour un humain. Pas être capable de se mettre en squat. Toi qui as des enfants, tu vois qu'ils sont capables de le faire. C'est ça. En fait, très naturel. C'est absolument dingue quand on a des enfants de voir à quel point ils sont mobiles et à quel point. Alors, il y a plein d'adaptations différentes. Enfin, je veux dire, ça, voilà, c'est incomparable avec nous. Mais en effet, on voit à quel point on perd en fonction en vieillissant. Mais est-ce que tu vois, si on mettait ces enfants dans une société où il n'y a pas de problème pour courir partout, pour se mettre en pistol squat quand t'attends ton bus, etc. Ouais. Peut-être qu'au final, moi je suis persuadé ça resterait comme ça jusqu'à la fin. Ouais, je suis persuadé que si on perd, on perdrait beaucoup moins. Tu fais une étude. C'est sûr. Tu vas faire une étude sur tes 2 jumeaux. Tu le mets dans une chaise à vie. Et l'autre, tu laisses faire ce qu'il veut. J'aime trop mes enfants pour ça, désolé. On fait ça à courte paille. C'est pas toi qui as choisi. Bon, les amis, bagarre. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. En tout cas, c'était vraiment intéressant de discuter avec ça. C'est bien d'avoir des avis différents. Comme toujours, il faut de la nuance. C'est le plus important. Si vous voulez avoir toutes ces nuances et tous les tenants et les aboutissants de toutes les formations qu'on a fait sur la mobilité, on a condensé tout ça dans notre formation sur la mobilité qui est disponible en e-learning. Pour moi, c'est la formation la plus importante avec la formation sur le renforcement musculaire parce que c'est une clé pour les patients, sachant que la plupart de vos patients, ils ont des déficits de mobilité. Ça va vraiment vous aider dans votre réflexion et dans la programmation de vos séances pour faire gagner de l'amplitude. Vous allez avoir des bénéfices directs au cabinet. C'est de la théorie et de la pratique applicable directement au cab et ça, c'est juste magnifique. On a mis beaucoup de temps à la sortir cette formation, mais elle est ultra qualitative. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Moi, j'ai adoré cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Apple Podcast, Spotify. Si vous êtes sur Amazon Podcast, je crois que ça existe aussi. Et mettez une review. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auditeurs là-dessus. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant de toutes nos vidéos. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients. Les mecs, merci encore. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Salut.